Oh la vache, il y a quelque chose dans ce putain de sas! Réalisé par Sean S. Cunningham, et oui, le papa de Jason et de la saga Vendredi 13, en étant le réalisateur du premier film, il va se voir ici confier l'infâme tâche de faire un film rapidos pour profiter de la sortie future du Abyss de James Cameron. Deep Star 6 et Vendredi 13 seront ses deux seuls faits d'armes en matière de réalisation. Nous pensons qu'il y a une caverne sous le site. Ah nom de Dieu. Oui, je crois que vous devriez venir jeter un coup d'œil, merci. Non, je ne vais pas perdre mon temps à descendre. La marine donc américaine travaille à l'installation à 10 000 mètres de profondeur d'une base secrète de missiles nucléaires. Pour gagner du temps, comme d'habitude, parce que bon, faut aller vite quand on installe des missiles, le responsable du projet fait sauter la voûte de la caverne, libérant un monstre aquatique. Les scientifiques sont coincés dans leur capsule et bientôt à court d'oxygène. Je me fous de la profondeur de la caverne. Utilisez un de ces putains de missiles pour la faire exploser. Mais je veux cette rampe de missiles en place avant la fin de la semaine. Sorti en mai 1989, avant Abyss en septembre et Léviathan en janvier suivant 90, Mal est pourtant le premier des films sous-marins qui va sortir de cette petite guerre. Abyss n'ayant pas dévoilé son scénario, tout le monde pense à un film de monstres sous-marins, Léviathan et Mal vont donc s'engouffrer dans ce sens avec plus ou moins de talent. Une de ces créatures mesurait plus de 10 mètres de long. Ce rapport de la vaillante est pure spéculation. Là où Léviathan nous donnait une photo magnifique, des décors démentiels et un casting de fou, mais une histoire et une façon de la raconter absolument ridicule, Mal c'est le contraire. L'histoire est simple certes mais efficace, un casting composé presque d'inconnus, les décors un peu moins travaillés mais honnêtes, et la réalisation floue avec parfois des effets spéciaux de maquettes limites, mais qui fonctionnent. C'est au niveau de la créature que Léviathan se perd, alors que Mal nous donne une sorte de crabe géant efficace et presque crédible. On a l'impression d'être chez Roger Corman, alors que c'est produit par Mario Kassar et Androuj Vajna. Eh ben oui, les deux de chez Carolco, les Rambo, Basic Instinct, Total Recall et j'en passe. Citrac SOS! SOS! Regarde la putain de taille de ce truc! Mais la ferme, c'est plutôt de nous tirer d'un Citrac SOS! Ayant produit La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, Sean Cunningham livre une liberté artistique qui dérange, mais prouve que l'on peut inventer un cinéma épris de liberté, de ton et de libération de la violence cinématographique qui fera débat. Suite à cela, le premier Vendredi 13, filmé pour 500 000 $, en rapportera 70 millions et Cunningham laissera Jason Voorhees continuer le combat et lui sera à la barre du producteur. Il va se faire plaisir sur House, un petit film d'horreur à l'humour bienvenu, et décidera de prendre le train en marche des monstres sous-marins au cinéma en s'engageant sur Deep Star 6, Mal, mutant aquatique en liberté. Encore bravo au gars qui a trouvé ce titre français absolument hallucinant, vu qu'aucun mutant n'est dans le film. C'est d'abord Robert Armond qui va être envisagé par Cunningham, puisque le gars n'a rien tourné depuis son chef-d'œuvre The Hitcher, ce qui est absolument scandaleux. Mais au moment de signer, Robert Armond est débauché pour un film qu'il essaye de monter depuis longtemps et qu'il ne réalisera pas. Cunningham voit le temps passer et décide donc de réaliser le film. Ce ne sera pas la meilleure des idées, mais Cunningham fait le minimum syndical et ça passe plutôt bien, d'autant que le film dure à peine 1h40. Qu'est-ce que c'est? Regarde ce monstre. Là, je crois qu'on est vraiment dans la merde. Cunningham va utiliser un conteneur en acier de 15 mètres de diamètre, 3 mètres de haut, situé à Marinal del Rey, dans une ancienne imprimerie, pouvant contenir 500 000 litres d'eau chauffée à 40 degrés, ce qui est plutôt pas mal pour les acteurs. Le tournage sera effectué à 50% dedans. Le budget de 200 000 $ va passer à 8 millions, ce qui est quand même une sacrée hausse. Kane Hodder, célèbre pour avoir interprété Jason dans pas mal de Vendredi 13 pour sa taille, sera engagé pour jouer le monstre à la poursuite de maquettes, mais les scènes ne seront jamais gardées. Je pense qu'elles ne devaient pas être au top au top. Le film finira comme Léviathan, mais bien avant lui, à la surface, mais sans être ridicule. C'est-à-dire que le final, bien sûr, les héros arrivent en haut, qui arrive aussi le monstre, et ça se termine dans les vaguelettes,
avec un petit peu le mur du bassin qu'on voit derrière, mais si peu. Il faudra quand même attendre 1 heure de métrage pour être récompensé par les apparitions du bestiau, puisque le film est presque plus un film catastrophe qu'un film de monstre. Une base, un monstre, rien de nouveau depuis Alien. Cunningham va essayer de s'entourer d'acteurs second couteau qui savent bien travailler, mais sans vraie star. Elia Baskin, habitué au rôle de personnage russe dans tous les films, qu'on a pu voir par exemple dans 2010 de Peter Yam sous le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, Tom Bray, que l'on a vu dans la série Riptide et Prince des Ténèbres de John Carpenter, Nancy Everhart, connue à la télévision et qui apparaît dans le Punisher avec Dolph Lundgren, Cindy Piquet, la maman de Ferris Bueller à la filmographie télévisuelle assez impressionnante, et enfin et surtout Miguel Ferrer, et oui Miguel Ferrer qui sort juste de Robocop, seul acteur au jeu absolument démentiel qui joue à fond le stress et la paranoïa. Putain de directive du commandement. Tout ça peut me coûter la peau du cul, c'est moi qui vous le dis. Mais c'est peut-être le problème du film. En effet, dans une base à 10 000 mètres de profondeur, les gens qui sont basés dessus doivent être à la hauteur et se tenir prêts à tout. Ils savent que la moindre erreur peut provoquer un accident. Allez les petits-enfants, n'essayez pas de faire ça à la maison. Mais ça fume. Même si on a besoin de créer des tensions pour les personnages, ce sont souvent des erreurs idiotes et des moments de pure bêtise sans réflexion qui les mènent à la sortie du monstre de son cratère. C'est dommage parce que la créature est superbe, mais le budget restreint fera que les problèmes sont plus humains que bestiales. Un film catastrophe avec une créature autour. Oui. Le personnage de Snyder, bien sûr, joué par Ferrer, accumule les bourdes. Il est au bord de la crise de nerfs et enchaîne non seulement les erreurs, mais en plus il est tellement antipathique auprès de ses collègues de travail que du coup il est acculé par le stress et l'émotion. C'est peut-être le seul vrai personnage intéressant du film. On finit, nous spectateurs, par le prendre en pitié, et sa fin émotionnelle est imparable. Et non seulement très réussie d'abord, mais en plus peut-être la plus gore. Le final, dans le bassin, donc au-dessus de la surface, façon Léviathan, nous donnera même un plan comme les Dents de la Mer 4, où l'on voit le mur du fond qui sert de ciel. Mais il ne reste à l'écran que quelques secondes, contrairement au film cité. Non! Merde! Snyder! Le sas intérieur! Vite! Les morts s'enchaînent donc par accident ou attaque, mais souvent spectaculaires, comme le scaphandre coupé en deux, ou celle du professeur qui s'empale tout seul sur le harpon de Miguel Ferrer. Pour la créature, Chris Wallace, le génial créateur de La Mouche de David Cronenberg, qui lui fit remporter un Oscar pour ce film, commence une ébauche du mollusque crustacé géant, mais on lui propose de réaliser La Mouche 2. Ça ne se refuse pas. Le film est ce qu'il est, mais ça ne se refuse pas. Il va conseiller à Cunningham d'embaucher Mark Shostrom, un responsable des effets sur From Beyond de Stuart Gordon, d'après Lovecraft, et Evil Dead 2 notamment, où il va s'occuper d'Henrietta, et Freddy 2 et 3, ce qui est quand même pas dégueulasse. Il travaille presque en même temps sur Fantasme 2, il va se faire plaisir sur le monstre de Mal, ce mutant aquatique en liberté, en collaboration avec les effets optiques de Jim Isaac, qui collabora avec Chris Wallace sur Gremlins, Le Retour du Jedi et La Mouche. Steve Wong, responsable des couleurs de la peau du Predator, fera les finitions sur le monstre, et c'est vrai que c'est absolument superbe. La bestiole est faite de 25 morceaux différents quand il est assemblé en entier. Le monstre mesure 6,50 m et se doit d'être animé par 12 personnes. Dans l'eau, il pèse pas moins de 317 kg et des sacs remplis d'air vont aider au mouvement. Il faut le retenir, la créature et ses apparitions font partie des monstres les plus réussis du bestiaire cinématographique. Chaque apparition sont impeccables et surtout efficaces, bien que trop rares. Il nous faut oublier les passages de maquettes plutôt granuleuses et tellement sombres que l'on se demande si elles sont réussies ou pas.
La musique d'Harry Manfredini, responsable de celle des Vendredi 13, bien connue, compose ici une musique bien symphonique et aux thèmes variés. Sûrement aussi inspiré que Jerry Goldsmith sur Léviathan, avec bien sûr beaucoup moins de talent, Manfredini, avec le peu de budget alloué, compose une de ses meilleures partitions. Le thème principal y est vraiment excellent et très bien orchestré, sa mélodie plutôt riche en harmonie et nous envoie dans le mystère et le mythe et reste bien en tête. Les morceaux d'action est dramatique, la musique aide le film en tout et le rend plus riche sur son aspect. Après quelques années sans CD, trouvable parce que non réédité, il fut finalement réédité chez Intrada récemment. Alors bien sûr, le film va se planter au box-office, et n'ayant pas eu la chance d'entrer dans le tourbillon d'Abyss et de Léviathan, qui se planteront d'ailleurs aussi, mais se loueront très très bien en vidéoclub. C'est vrai que c'est plus un film catastrophe au final, mais qui rencontre une créature. Mal est une très honnête série B, grâce entre autres à la magnifique bestiole qui se fait attendre. La créature sert le suspense, mais rarement la terreur. Elle n'apparaît que quand les personnages doivent remettre en route les emmerdes de la station, un peu comme dans le jeu, si vous voulez, Alien Isolation, où on doit aller d'un point A à un point B, un point C, un point D, et à chaque fois, la créature passe au moment où on s'y attend le moins. Donc on est loin du chasseur d'aliens ou de la future créature de Léviathan. Reste qu'on ne se fait jamais chier en regardant ce film, et bien que ce soit une honnête série B, on regrette que celui-ci n'ait pas utilisé plus à fond sa créature. Pour la bestiole, Miguel Ferrer bien sûr et Harry Manfredini à la musique, je vais lui mettre un beau 3 sur 6, oui c'est plus que Léviathan, mais en rapport au budget de ce dernier, Mal ne s'en sort pas si mal. Pas réussi mais pas raté non plus, et avec un affectif pour ceux comme moi, qui l'ont vu au cinéma à l'époque, seul dans l'éternité de l'espace d'une salle vide. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que Léviathan est beaucoup plus joli, c'est vrai que Léviathan est propre et fait grosse production, mais au final, ça passe mal. Alors que celui-ci, qui fait tout maigre, tout chiche, tout machin, tout voilà, au final, ça passe mieux. Donc, je lui mets que 2 points de plus, que Léviathan, c'est pas énorme, mais voilà, ça mérite... Ça mérite ces 3 petits points, et je pense que ça se louait très bien à l'époque, en tout cas. J'adorais le louer. Je vous dis à bientôt, laissez un commentaire, laissez un pouce, haut ou bas, on s'en fout. Et puis, abonnez-vous si vous pouvez, regardez d'autres vidéos, et je vous dis à bientôt. Bye bye.